à domicile qui sont intervenus dans cette situation puissent venir à cette réunion. Dans les besoins qu'on va avoir plus de mal à traiter, on va dire, au niveau des TIDOM, j'ai entendu le besoin de temps de concertation. Alors là, je vais avoir du mal à vous donner du temps, mais c'est un besoin néanmoins qui est ressorti. Et puis enfin, j'ai entendu le besoin de documents de référence, peut-être de fiches sur des situations, parce que c'est vrai qu'il y a des situations qui paraissent particulièrement fréquentes. On a parlé de l'alimentation, on a parlé de la fin de vie, on a parlé de l'enfermement. Voilà, peut-être que c'est quelque chose sur lequel on pourrait réfléchir, d'avoir des petits outils pour avoir les bonnes questions à se poser dans les différentes situations. Et puis donc nous avons eu l'intervention de Patrice Point sur l'intimité. Moi, ce que j'ai retenu, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, mais j'ai retenu qu'il fallait construire de l'intimité, de l'intimité dans la relation, je veux dire, pour pouvoir entrer dans la sphère intime. Alors qu'en tant que travaillant à l'hôpital, c'est un peu rude, parce que je me dis, on va pas avoir le temps à l'hôpital de construire l'intimité avant d'entrer dans la sphère intime, puisqu'on arrive et bonjour, déshabillez-vous. Voilà. C'est quand même un peu ça, la médecine. Mais je me suis dit que finalement, il y avait la question qui était ressortie aussi de la temporalité, et que peut-être que, en tout cas dans certaines situations, c'est possible à domicile, effectivement, de commencer par rentrer dans l'entrée, et puis éventuellement d'amener les courses, et puis dans un second temps d'entrer dans le salon, et puis peut-être que 2 ans, 3 ans, 10 ans après, on pourra entrer dans la chambre, et que voilà, c'est aussi un des atouts, une des chances du domicile, dans certaines situations, pas dans toutes, de pouvoir parfois se laisser le temps de créer la relation avant de pénétrer et pour pouvoir accéder aux sphères plus intimes qui sont parfois nécessaires pour le soin. En conclusion, je voudrais revenir sur notre question du jour, qui est qu'est-ce que l'éthique ? Et pour revenir sur cette question, moi je vais me référer à une auteure que j'aime bien, qui s'appelle Sally Gado, qui est une auteure américaine, qui est une infirmière et philosophe, et qui définit trois couches ou 3 strates dans l'éthique. Elle dit c'est un peu comme une barrière de corail. Il faut qu'il y ait les fondements, et puis après ça se développe au-dessus. Et moi c'est une réflexion que je trouve très éclairante. Ce qu'elle dit, c'est que la base, le fondement, on va dire, ça va être la morale commune. C'est-à-dire, c'est les choses sur lesquelles tout le monde est d'accord. Globalement, ce qu'on sait de ce qui est bien et ce qui est mal. Et heureusement, on va dire, dans la vie du soignant, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles on n'a pas besoin de réunir un comité d'éthique pour savoir où est le bien et qu'est-ce que c'est que bien agir. Ça ne veut pas dire que ce soit facile à faire. Ça ne veut pas dire que ça ne demande pas de la compétence, de la disponibilité, du professionnalisme. Mais néanmoins, la question n'est pas qu'est-ce que bien agir. La question est, est-ce que moi je vais réussir à le faire. Mais heureusement, on a cette morale commune avec un certain nombre de situations qui ne posent pas question. Et puis, il y a le deuxième étage, on va dire, la deuxième strate, qui sont certaines situations qui vont nous poser question, où là, on va se dire, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation, comment je vais réfléchir. Et là, c'est des situations qui vont être accessibles et qu'on va pouvoir résoudre, entre guillemets, par une réflexion rationnelle, éventuellement en discutant avec d'autres personnes. On va pouvoir se réunir autour d'une table, poser le pour, poser le contre et prendre une décision. À mon sens, c'était le cas de la première situation que nous avons discutée en atelier, c'est-à-dire qu'on pouvait arriver à conclure en se disant, bon, à condition que cette dame exprime bien clairement son souhait, son désir de mort, et qu'il n'y ait pas d'ambivalence. Si on est vraiment dans une situation de fin de vie, si on a vraiment une dame qui exprime le souhait de mourir, il n'y a aucune raison de l'alimenter de force. Donc même si on est au départ, on se dit qu'est-ce que je fais, je suis en difficulté, je suis soignant, je dois nourrir la personne, la famille me dit qu'il faut la nourrir.
il me semble qu'après y avoir réfléchi et en concertation, et après avoir éclairci toutes les questions qu'on s'est posées, on va peut-être pouvoir répondre et trouver un consensus, et on va peut-être pouvoir, par le dialogue avec la famille, expliquer cette position des soignants. Ça, c'est la deuxième étape, on va dire, c'est l'étape de la réflexion rationnelle, c'est l'étape des principes, c'est l'étape des valeurs, où on arrive par la réflexion à trouver une solution. Et puis, il y a le troisième étage, ou la troisième strate, qui sont les situations qui ne sont pas tant les situations d'enjeux éthiques, mais les situations d'impasse éthique. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à un mur. Et à mon sens, c'était un peu la situation qui était décrite dans la deuxième situation, la situation de l'enfermement, sous réserve bien sûr de toute l'enquête qu'on pourra faire. Mais si l'enquête montre bien qu'il y a un risque majeur à ce que cette personne sorte et se mette en danger du fait de ses sorties, un risque grave, si l'enquête montre bien que la personne veut rester chez elle, si on n'arrive pas à trouver les moyens techniques ou humains d'une surveillance permanente, ben on va se retrouver face à deux mauvaises solutions. La mauvaise solution d'enfermer quelqu'un chez lui, ce qui est forcément une mauvaise solution, et la mauvaise solution de ne pas l'enfermer en sachant que cette dame se met gravement en danger parce qu'elle risque de faire des sorties non accompagnées. Et finalement, dans ces situations d'impasse, l'important, ça va être peut-être pas tant le raisonnement et le rationnel, ça va être peut-être d'essayer de trouver du sens pour cette patiente, du sens pour moi en tant que soignant, du sens pour les enfants. On a beaucoup parlé aussi dans notre groupe de sentiment de culpabilité, et je pense qu'une façon de lutter et de prévenir contre ce sentiment de culpabilité, c'est de prendre une mauvaise décision, puisqu'il y a deux mauvaises décisions, donc on va prendre une des deux mauvaises décisions, mais au moins une mauvaise décision qui ait du sens et qu'on puisse expliquer et justifier quel que soit le devenir de cette dame. Et je reviens, je fais une boucle, du coup je reviens à ce qu'avait dit Isabelle Dogno en introduction, et ce que j'avais retenu, raconter une histoire. Trouver du sens, c'est ça, c'est raconter une histoire, mais une histoire qu'on ne va pas écrire tout seul en tant que soignant, une histoire qu'on va écrire autant que possible avec la personne accompagnée. Dans l'idéal, il faudrait que ce soit la personne accompagnée qui écrive sa propre histoire, mais parfois elle n'en est plus capable. Donc en tant que soignant, je vais parfois m'engager dans une relation jusqu'à écrire avec les autres professionnels, avec cette personne et avec sa famille, une histoire qui puisse avoir du sens, quand bien même je serais dans une situation d'impasse. Une dernière chose sur laquelle il me semble important d'insister en conclusion, c'est que pour que l'éthique soit pas du blabla, excusez-moi, je dis les choses franchement, pour que l'éthique soit pas du blabla, il faut qu'à un moment on arrive à une décision. Donc on a beaucoup insisté sur le fait qu'il fallait pas aller directement de la question à la réponse. On a beaucoup insisté sur ce temps d'enquête. On a beaucoup insisté sur les moyens qui pouvaient être mobilisés, sur les stratégies, sur la réflexion avec la reconnaissance des enjeux éthiques. Mais je pense qu'à la fin, il y a aussi un temps qui est important, qui est le temps de la décision. Il ne faut pas... Enfin voilà, il ne faut pas s'arrêter à l'enquête, il ne faut pas s'arrêter à la mobilisation des moyens. On est nous sommes des soignants, nous sommes des professionnels, et le fait est que nous allons devoir prendre et assumer une décision, et je pense que c'est important que la réflexion éthique aille jusque-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Ah, alors il y a Isabelle Dogno qui lève la main. C'est juste quelque chose à laquelle on n'a pas pensé dans notre coordination aussi, c'est la fiche de satisfaction. Alors ce qu'on propose, ou je propose, c'est que comme on a vos mails sur votre inscription, on vous renvoie une fiche sur laquelle vous pourrez nous donner vos éléments de satisfaction et d'insatisfaction, mais aussi les pistes de travail, puisque le but de cette première journée, c'est aussi de pouvoir le mieux possible répondre à vos attentes. Donc, soyez créatifs aussi, n'hésitez pas à nous dire de quoi vous avez besoin, et nous nous efforcerons avec le groupe Etidom, que vous pouvez rejoindre aussi,
pour pouvoir mieux répondre sur la région Bretagne. Ça peut être aussi refaire cette journée ailleurs en termes d'accessibilité aussi, ou bien décliner effectivement d'autres idées avec vous. Et puis donc, comme l'a dit Isabelle, le groupe Etidom n'est pas un groupe fermé. Donc si certains d'entre vous ont le souhait de s'investir, ils peuvent nous le dire dans ce questionnaire de satisfaction. Et on sera très heureux de les accueillir et de les faire participer à nos réflexions. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, un bon retour.